On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du gin, le gin québécois qui est à l'honneur à l'occasion de la soirée Prestige organisée par la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais tout d'abord, elle, on la connaît, oui, pour son rôle à la Fondation Santé, mais sur le plan personnel, avec son conjoint, elle a décidé d'accueillir chez elle une famille ukrainienne. On la reçoit souvent ici à l'émission à titre de directrice générale de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Par contre, je veux la recevoir aujourd'hui plus à titre personnel parce que j'ai vu passer des publications durant l'été à l'égard de ces familles ukrainiennes que certaines personnes tentent d'accueillir en sol québécois, en sol canadien. Et c'est son cas. C'est Julie Coupal qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Allô? Et ça m'a beaucoup touché parce que quand la guerre a commencé, ma conjointe et moi, on y a pensé. Parce que notre sous-sol est grand, mais bon, tu sais, à un moment donné, faute de temps, faute de ci, faute de ça, on ne l'a pas fait, mais je regardais ce qui se passait l'autre bord, en Ukraine, je trouvais ça totalement incroyable. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que nous, on peut faire? Bien, c'est peut-être en accueillir s'il y en a. Puis là, après ça, évidemment, puis malheureusement, cette guerre-là perdure dans le temps. Puis là, quand j'ai vu passer la publication cet été, bien, j'ai dit, voilà un exemple concret de quelqu'un qui est allé au bout de son idée. Explique-nous un peu le contexte. Bien, en fait, comme tout le monde, je pense, moi puis mon chum, on regardait les nouvelles, puis on était vraiment touchés. Mais comme touchés, là. Puis Ouais. à chaque fois, tout ce qui se passe, tu sais, je veux dire, il y en a plusieurs drames, nous touche beaucoup. Tu sais, nous, on fait des dons mensuels, tu sais, le World Food Program, puisqu'on se dit, à un moment donné, il faut si on veut aider tout le monde, on peut par cette voie-là, mais on dirait qu'il y a quelque chose dans la guerre en Ukraine qui nous a touchés davantage, peut-être parce que le pays nous ressemble plus dans son histoire, ses façons de vivre, tout ça. Puis surtout dans la façon inattendue que c'est arrivé. On en parlait souvent. Tu sais, comme à chaque soir, on regardait les nouvelles, on n'en revenait pas, on dit « Mon Dieu, c'est terrible », puis tout ça. Puis ça restait là, puis on trouvait... Tu sais, qu'on n'avait pas vraiment de façon concrète d'agir, mais on n'avait pas exploré d'idées autres. Tu sais, on a fait un don à la Croix-Rouge, etc. Mais à un moment donné, on a vu dans le journal, dans le Canada français, une petite annonce de l'Ancre qui cherchait des familles d'accueil pour des familles ukrainiennes qui pourraient potentiellement venir s'établir dans la région. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a germé dans notre esprit, crème. S'il y a quelqu'un qui pourrait le faire, c'est nous, parce que on a une grande chambre dans notre sous-sol qui est bien aménagée. On a une assez grande maison. Souvent, la maison est pleine, mais des fois, on est juste les deux adultes. Des fois, on est 6. Mais tu sais, on avait de la place, on est capable. Donc, on s'est dit, on va prendre les informations. On a appelé l'équipe de l'Ancre, qui ont été merveilleux aussi à ce moment-là, et qui nous ont donné toutes les informations qu'on avait besoin pour faire notre démarche. Parce que quand cette guerre-là a éclaté, puis ça, c'est mon opinion, mais je pense que c'est un pays nordique. C'est des gens instruits, éduqués, des gens qui travaillent, c'est une société qui ressemble beaucoup à la nôtre. Oui. Évidemment, c'est pas la même culture, surtout pas la même langue. Mais je pense que c'est là où ça... Puis en même temps, des gens qui n'ont rien demandé. Là, je veux dire, c'est un pays qui était assez tranquille, qui n'a pas demandé la guerre à personne, puis là, se faire attaquer. Je pense que dans l'imaginaire collectif, puis là, notre gouvernement a dit, oui, on va leur envoyer des sous, on va leur envoyer de l'armement. S'il y en a qui veulent s'en venir, on va les accueillir. Mais bon, des fois, on se perd un peu dans les dédales administratifs, surtout au gouvernement fédéral, où ça n'a pas l'air simple toujours. Donc là, je me dis concrètement, OK, tu dis, moi, j'ai vu l'annonce passer dans le journal via l'organisme l'Ancre. C'est plate à dire, mais ça, en même temps, on parle beaucoup de pénurie. Bien, oui. Puis c'est une immigration, je comprends qu'il y a un conflit de langue, là, puis bon, il faut les franciser, là, ça, c'est l'autre débat. Mais après ça, comment on rend ça concret? Une fois qu'on appelle l'Ancre, on dit, OK, bien, moi, je serais prête à faire ça. Il se passe quoi après? Bien, en fait, ils nous ont demandé de mettre nos conditions à nous. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à offrir? Donc, j'imagine que d'une famille à l'autre, bien, une chambre, 2 chambres. Je sais qu'il y a des gens à Saint-Jean qui ont offert des logements en entier, etc. Fait que tu mets tes conditions. Pour nous, puis là, il faut te donner un nombre de semaines ou de mois. Donc, nous, on a dit, nous, on est prêt à offrir une chambre. On est prêt à garder la famille chez nous pendant 2 mois. On ne voulait pas se promettre trop long parce que, tu sais, on ne sait jamais comment que ça va, mais on ne voulait pas un trop court délai non plus, parce qu'il faut quand même laisser le temps à la famille de s'enraciner un petit peu ici. Donc, nous, on a donné ces conditions-là. On a dit on a peu de temps à investir, mais beaucoup d'amour, puis d'espace, puis un réseau quand même assez établi.
Donc, il devait y avoir... Bien, en fait, il y a eu comme 150 familles ukrainiennes qui sont atterrées à Montréal et qui devaient être, après ça, en collaboration avec des organismes comme Langue, envoyés un peu partout au Québec selon les familles accueillantes et la volonté des familles qui arrivaient. Nous, notre famille, a fait une démarche totalement indépendante. Donc, eux, ils étaient en France, ils travaillaient depuis quelques mois. Ils ont pris la décision de venir s'établir au Canada. Et c'est eux, via des groupes Facebook, qui ont trouvé l'Ancre et le programme, qui les ont contactés. Donc, l'Ancre nous ont appelés, on dit, je pense qu'on a une famille qui fitterait vraiment bien. On a eu quelques échanges courriels. OK. Donc, ils ont quitté l'Ukraine, ils se sont ramassés en France. Oui. Pendant combien de temps? Ils ont quitté l'Ukraine en février. Là, ils ont transigé par quelques pays avant, par des connaissances, pour ensuite aller en France. Donc, ils ont passé quelques mois là pour être capables de s'amasser un petit peu d'argent en travaillant pour leur nouvelle vie, finalement, au Canada. C'est quoi, 2 adultes, 2 enfants? C'est 2 adultes, 2 jeunes entrepreneurs de 27 et 28 ans. 27 et 28. Oui, et leur bébé de 8 mois. Et un bébé de 8 mois. Oui, donc eux... Ils viennent de Irpin, donc juste à côté de Kiev, qui a été, on sait, eux, c'est arrivé le 24 février, là, où la Russie a attaqué leur ville. Ils ont quitté avec le bébé de 2 mois. Et le jeune homme a pu quitter le pays malgré les serments, les resserrements? Il a pu parce qu'il n'est pas d'origine ukrainienne. Donc, lui, il est d'origine marocaine. Donc, les Marocains... Donc, il n'a pas été conscrit là, par l'Ukraine. Là. Exact. Lui, ça faisait 12 ans qu'il était en Ukraine, mais il n'avait pas sa citoyenneté, donc il a pu quitter. Mais sinon, le frère de notre invité, sa mère sont toujours là-bas parce que lui, il ne peut pas quitter. Bon, ils sont arrivés en sol canadien à quel moment? Ils sont arrivés il y a 2 semaines, quand je suis allée les chercher le 15 Moi, les publications septembre. que j'ai vues passer cet été, c'était bon, je sais pas, moi, on cherche des vêtements, des meubles, je sais pas trop, tu cherchais des trucs là, pour les accueillir. Tu as eu quand même un bon... Oui, bien, j'ai fait une publication sur mon compte Facebook personnel. Et j'ai été ensevelie d'offres super généreuses. Donc, quand ils sont arrivés, la chambre est entièrement meublée avec des meubles qu'ils vont pouvoir garder. Tout ce que ça prend pour le bébé, de la bassinette à la table à langer, au linge, toute saison. Et depuis leur arrivée, la mobilisation se poursuit. Nos voisins nous aident énormément au niveau du réseautage pour les habiller. Là, ils sont arrivés ici avec très peu de bagages. Très peu. Là. Ils recommencent leur vie de zéro. Quel est leur niveau de français ou d'anglais? Lui, il est d'origine marocaine, donc lui, il a la chance de parler bien le français, l'anglais, l'ukrainien, le russe et l'arabe. Wow! 5 langues. Oui, fait que lui, il a quand même un bon bagage et c'est aussi un ingénieur, donc de formation en Ukraine. Donc, pour lui, ça va assez bien. Il y a déjà plein d'offres d'emploi là, qui devraient se concrétiser cette semaine. Dans son cas, à elle, bien évidemment, le niveau de français, bien, elle le comprend. Bien, quoi qu'elle apprend quand même assez vite. Là. OK, mais on est dans l'apprentissage. Là. Exactement. Donc, elle va prendre des cours dès novembre à la relance en francisation. OK. Quand on va les accueillir puis qu'ils rentrent dans notre maison, c'est quoi le sentiment qui nous traverse le corps ou l'esprit quand ça arrive pour le vrai? Là? En fait, c'était particulier parce que moi, j'essayais toujours de me mettre dans leur peau. Je me disais, mon Dieu, ces gens-là ne me connaissent pas. Tu sais, je veux dire, on a eu quelques échanges, un Zoom, puis ils se fient sur moi. Tu sais, comme, ils m'attendent et ils s'en viennent chez nous sans avoir aucune idée quel genre de famille on est, puis ils sont là avec très peu de bagages. Fait que moi, j'essayais vraiment de les mettre le plus à l'aise possible. Évidemment, on se demande toujours quel genre de personne ça va être. Est-ce que le fit va être bon? Est-ce qu'ils vont être... Tu sais, on se demandait, est-ce qu'ils vont être traumatisés de la guerre? Tu sais... fait que moi, c'était plutôt ça, mais c'était spécial parce que le soir, ils étaient très fatigués quand ils sont arrivés. Ils sont allés se coucher. Ils étaient très émus, je pense, aussi de ce qui les attendait. Puis, dès la première fin de semaine, les liens se sont créés avec le voisinage, avec nous. On les a amenés, à l'événement de saucisses de Dalisa, du record Donc, ils ont participé au record? Oui. Ils ont fait partie du record Guinness. En même temps, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'ils ont la tête à ça? Ouais. Mais ils ont apprécié. Donc, tu sais, ça fait uniquement 2 semaines qu'ils sont là, puis déjà, on sent qu'ils s'habituent à vivre ici, même si tout est nouveau. Et là, c'est quoi la suite?
Bien, eux, leur objectif, c'est de faire leur vie ici. Donc, on les a demandé est-ce que c'est temporaire. Je pense qu'ils ont vraiment pris leur décision. Ça a pris pour eux quelques mois, comme beaucoup d'autres Ukrainiens qui restent aux alentours du pays en attendant que la guerre finisse. Ils se rendent bien compte que ça finira pas demain. Et après, est-ce qu'ils vont être en sécurité? Donc, eux, leur priorité, c'était la sécurité de leur fils. Fait qu'ils ont choisi le Canada. Donc, ils veulent vraiment s'établir ici. Là. Ils veulent s'établir ici. Obtenir leur résidence permanente, peut-être ultimer leur citoyenneté dans plusieurs années. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est les deux là, des beaux atouts pour le Québec. Puis toi, tu veux les garder combien de temps? Bien là, ils ont déjà trouvé un appartement. Ah ouais? Donc, eux, ils avaient vraiment un désir d'être autonomes. Ils ne voulaient pas être à la charge. Donc, nous, on avait dit 2 mois, mais on est tellement tombés sous le charme, on aurait pu les garder plus longtemps. Mais notre accompagnement va se poursuivre, mais différemment. Mais différemment, sans qu'ils soient chez toi nécessairement. Exact. C'est un peu un parrainage citoyen. Puis ils nous le disent, puis on leur dit, on est un peu comme leur deuxième famille, leur ami. Le bébé, là, ça fait 2 semaines, mais on l'aime déjà beaucoup, fait qu'on va continuer d'en prendre soin. Là, maintenant, on est rendu à l'étape, bon, il y a eu de la mise du réseautage pour essayer de trouver un emploi. Maintenant, ça va être meubler l'appartement, trouver Est-ce que un là, emploi. on a vraiment l'impression de faire quelque chose de concret sur une situation qui se déroule à des milliers de kilomètres à l'autre bout du monde? Là. Bien, exactement. Tu l'as dit tout à l'heure, on se fie sur notre gouvernement pour faire les bonnes choses, pour aider. Mais concrètement, on se sent très impuissant. Donc, on sait que là, c'est juste une famille qu'on aide, mais on change sa vie, tu sais. Puis, les gens, c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire ce que nous, on fait. Il y a beaucoup de monde qui l'ont pensé, puis la vie va tellement vite. T'sais, nous autres, on s'est lancé là-dedans, puis à un moment donné... on était embarqués, mais il y a tellement de monde qui veulent nous aider à faire une différence pour eux parce que tout le monde s'est senti interpellé. Puis vraiment, tu sais, c'est pas nous qui faisons une différence pour eux, mais c'est tout mon réseau élargi qui réussit. Oui, tout à fait. En terminant, une grande sportive? Oui, quand même. Quand même. Là, tu vas courir, bien, pas juste à toi tout seul, mais c'est quoi? C'est le Bromont Ultra. C'est en fin de semaine, ça? C'est 80 km en équipe? Oui, en fait, le Bromont Ultra, c'est une course en sentier très populaire. Il y a des courses de 6 km jusqu'à 160 km. On peut le courir en individuel, mais il y a une portion collecte de fonds. Donc, c'est des équipes qui courent ou 160 ou 80 km à relais pour ramasser des fonds pour une vingtaine de causes officielles. Donc, nous, on a eu la chance d'être choisis cette année, la Fondation Santé, comme étant une cause officielle. Et on est une dizaine d'équipes, plus des coureurs individuels qui allons courir pour la Fondation. Donc, on est vraiment... Tu vas courir combien dans tout ça? Moi, je vais courir 18 km. Donc, mais en montagne, oui, c'est ça. Un 6 km et un 12 km. Habituellement... J'ai déjà fait des courses un peu plus élevées. Là, moi, je fais plus du PR en fin de semaine. Donc, j'ai mobilisé ces équipes-là. On va en prendre soin. C'est un gros party de la course à pied, finalement. Tu as déjà atteint ton objectif? Oui, mon objectif personnel est atteint, mais on peut toujours ramasser plus de sous. Puis, il y a plusieurs coureurs qui, eux, leur objectif a toujours besoin de dons pour pouvoir atteindre le 15 000 qu'on s'était fixé comme objectif. On est à 10 000 en ce moment. Julie Coupal, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour le Bromont Ultra, puis bravo encore une fois pour l'accueil de la famille ukrainienne. Merci, Eric. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Lisanne Richard. Championne du monde de plongeon de haut vol, un sport que tu aimerais pratiquer, Alex. Écoute, des cascades, c'est fou l'entrevue. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Le gin québécois est à l'honneur et c'est dans quelques jours à peine. En fait, c'est le jeudi 20 octobre. C'est la soirée Prestige au profit de la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, la directrice générale de la Fondation, Isabelle Prudhomme. Bonjour. Bonjour. Accompagnée du président d'honneur, directeur général des caisses du Haut-Richelieu chez Desjardins, Yves Bisson. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, soirée Prestige, évidemment, il y a eu une pandémie, il y a eu une petite pause. Expliquez-nous, peut-être nous rappeler le contexte de cet événement qu'on appelle la soirée Prestige. En fait, c'est quand même notre troisième édition cette année. La première édition, ce qu'on voulait, c'est avoir un événement qui sortait un peu des normes, un événement plus prestigieux. On avait fait une édition Scotch et whisky. Qui était un peu plus adressée un peu à la gente masculine. La deuxième édition, on allait plus vers les femmes avec la soirée bulle et méfin. Donc, venez éclater votre bulle, soirée champagne. Très, très belle édition qu'on a tenue en plein COVID. On a été vraiment chanceux. On a pu tenir notre soirée sans problème. Et là, on avait très hâte de revenir sans mesures sanitaires, sans contraintes. Et là, on a mis le gin québécois à l'honneur. Pourquoi? Le gin, c'est quelque chose qui est populaire, qui attire les gens. Et honnêtement, il y a plein de gens qui nous ont dit la prochaine édition, ça serait vraiment chouette que vous mettiez le gin à l'honneur. C'est très, très tendance. Oui, absolument. Et les femmes aiment beaucoup le gin. Oui. Ouais. Ça va bien aussi. Là, on a un super beau concept là, pour la soirée. Bon, Yves Bisson est membre du conseil d'administration de la Fondation, mais aussi donc le président d'honneur de cet événement. Ça résonne quoi, cet événement-là, et la Fondation elle-même? La Fondation, l'événement, tout en lien avec la jeunesse, donc en tant que représentant d'une institution financière qui met beaucoup l'accent sur la jeunesse, pour moi, c'était tout à fait facile de dire oui à la demande d'Isabelle parce que je crois qu'il faut investir dans notre jeunesse. Puis cet événement-là, c'est carrément pour eux autres. Donc, c'est une belle façon de soutenir la jeunesse. Bon, quand on est président d'honneur d'un événement, on se donne quoi ou on s'impose quoi comme responsabilité? On en parle beaucoup. Ouais. On en parle beaucoup. Tout le monde qu'on rencontre, on leur vend l'événement. Donc, c'est une belle soirée. Puis c'était juste drôle parce qu'on était à un événement dernièrement, moi et Isabelle, puis on frappait à la porte très, très fréquemment, puis on s'est croisés à quelques reprises. Donc, c'est ça, d'être président d'honneur, de bien la représenter, puis d'en parler. Bon, souvent, les événements de ce type-là, pour faire stresser un peu les organisateurs, les gens, des fois, ils se décident à la dernière minute. Ils le marquent dans leur agenda, ils vont probablement y aller, mais ils n'ont pas encore acheté leur billet pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça stresse les organisateurs. Là, il y a combien de places disponibles? En fait, il y avait 150 places de disponibles au départ. Ouais. Maintenant, on a déjà 130 billets de vendus. Il en reste 20. Il en reste 20. Il en reste 20. T'sais, on pourrait monter peut-être un petit peu, là, mais non, c'est très bien. La première édition, on était à 80 personnes. La deuxième, on était à une centaine de personnes. On avait 100, je pense que c'était 101 participants. Là, on est déjà à 130, là, donc on est très contents. Sur une capacité de 150. Sur une capacité de 150. Et il faut savoir qu'il faut réserver avant le 10 octobre, même si l'événement est le 20. Okay. Donc oui, effectivement, ça nous met toujours une petite pression. Le compte à rebours est là, parce que là, au moment d'enregistrer aujourd'hui, on est le 4. L'émission va être diffusée vendredi. Donc, les gens vont regarder ça en fin de semaine. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal là que ça se passe. Donc, si vous regardez l'émission, là, dans les prochaines minutes, est-ce qu'on peut le faire en ligne? Oui, absolument. Oui. Sur soireeprestige.com, vous pouvez réserver vos billets. Donc, si vous regardez cette émission-là en temps réel, bien, dépêchez-vous parce qu'il ne reste pas grand place d'ici, évidemment, parce que vous devez donner le nombre de places aussi Exactement. C'est vraiment une déclinaison de dégustation de gin avec des mets très raffinés. Il y a un accord qui est là pour chacune des dégustations. C'est 5 dégustations. Il va y avoir Thomas Hodgson qui va être là pour faire une prestation musicale. On a Maxime Boivin qui va décliner, là, qui va expliquer chacune des dégustations. C'est vraiment une superbe soirée. C'est quelque chose qui est unique, que je n'ai pas vu à Saint-Jean. Et le décor est vraiment magnifique. C'est somptueux. Il y a du réseautage sur place. Là. C'est vraiment une très, très belle soirée. Bon, tantôt, vous avez fait référence à la jeunesse. Donc, forcément, la Fondation du Cégep s'adresse à une clientèle qui est la clientèle étudiante collégiale. Donc, la Fondation en elle-même, elle résonne quoi chez vous? Bien, écoutez, 50 des jeunes changent de carrière depuis la pandémie. Donc, il faut les soutenir. Ce qu'ils nous demandent, puis justement, j'en parlais tantôt avec Isabelle, on soutient beaucoup Desjardins, Academos.
Donc, des statistiques sont sorties dernièrement et puis on voit que, la mobilisation, la motivation augmente légèrement depuis la pandémie. Mais depuis la pandémie, je pense qu'ils ont subi quand même un contre-coup assez rough, les jeunes. Et la fondation, puis l'événement du vin permet de les soutenir, soit par des bourses, soit par avoir de l'équipement moderne pour bien les accompagner. Donc, je pense que le cégep aussi, c'est une belle transition pour faire un choix de carrière. Tu sais, souvent, on sort du secondaire, on n'est pas prêt. Et le cégep est peut-être un beau tremplin. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important. Puis, pour nous, les jeunes, c'est la relève de demain. C'est un jeune bien positionné au niveau carrière. Puis, on en a besoin. La main-d'œuvre la pénurie de main-d'œuvre est criante. Donc, il faut aller les chercher tout partout. Puis, la clientèle du cégep, elle est quand même variée parce qu'il y a à la fois de ces adultes qui, pour X raisons, retournent aux études, retournent au cégep, refaire d'autres choses. Il y a les jeunes qui rentrent au cégep, qui très souvent finissent dans une autre branche que celle pour laquelle ils se sont inscrits. Ça arrive un petit peu souvent, mais c'est normal. Ça fait partie du processus et du cheminement. Des fois, tu ne sais pas trop, tu t'inscris dans une branche, tu te rends compte que c'est pas ça. Finalement, ça étire un peu ta durée de séjour au cégep. Qu'est-ce que fait la Fondation pour les étudiants? On est partout dans le cégep. On est là pour bonifier vraiment l'offre. C'est sûr que le créneau des bourses, pour nous, c'est super important. C'est un levier majeur pour les étudiants. On a des bourses d'excellence, de persévérance, d'engagement aux études. Donc, on est là pour les encourager, pour faciliter leur parcours. Mais on va être présent dans tout, au niveau des équipes sportives, du culturel, de tout ce qui est parascolaire, périscolaire. On est présent. Cette année, avec la campagne, on a aussi des grands projets de restauration au niveau de la bibliothèque. Il y a la restauration des serres aussi qui s'en viennent. Ça, c'est des projets plus spécifiques. Mais on a également des évaluations neuropsychologiques qu'on va financer pour que les jeunes puissent avoir un diagnostic. Donc, s'ils ont un diagnostic, ils vont avoir accès à un support intéressant au niveau du service d'adaptation scolaire. On a l'aide financière, bien sûr, là, qui est toujours présente. Donc, on a une cinquantaine, entre 50 et 100 jeunes à chaque année là, qui vivent de sérieuses difficultés financières qui pourraient mettre en péril leur parcours académique. Donc, les bons alimentaires qu'on va chercher, qu'on va leur remettre, ça peut faire toute la différence. Bon, les étudiants du cégep, c'est donc aussi la main-d'œuvre de demain. On est dans un monde où tout le monde nous parle de la pénurie. Je ne sais pas comment la pénurie se vit chez Desjardins ou chez les gens d'affaires avec qui vous êtes en contact quotidiennement. Ça vous dit quoi, cette nouvelle main-d'œuvre qu'on est en train de former avec les enjeux de société qu'on a aujourd'hui? Bien, dans un premier temps, on le vit tout, hein, même chez Desjardins. Je le vis quotidiennement. Donc, moi, je pense que c'est la persévérance scolaire qui est importante dans tout ça. Il faut s'assurer qu'on les soutienne jusqu'au bout. Et ce que Isabelle vient de mentionner, c'est la raison pour laquelle Desjardins est là, parce que dans un sondage qu'on a fait auprès de nos membres, ils ont dit à 60 qu'ils voulaient qu'on soutienne la persévérance scolaire. Donc, qu'on soutienne les jeunes pour les amener sur le marché du travail. Donc, il faut juste nous assurer qu'on les soutienne de A à Z. Puis, ça commence pas juste au cégep. Hein. Pour nous, là, ça commence bien avant. Donc, c'est pour ça que c'est important là, qu'on ait les programmes, qu'ils aient accès à des stages, qu'ils aient accès à des expériences de travail qui vont leur permettre de dire, j'aime tout ça. Je me rappelle, moi, je voulais être vétérinaire, puis la première fois que je suis allé, je me suis fait mordre par le chat. J'ai décidé dans mon stage... J'ai fini banquier. J'ai décidé... C'est ça. J'ai quitté la prof... J'ai décidé de ne pas y aller, donc... Parce que ça ne me tentait pas, là, mais l'expérience m'a permis quand même de vivre ça, donc je pense que c'est important. Je dirais que les jeunes ils ont besoin de soutien durant une courte période. C'est ça la beauté de la cause de l'éducation. C'est durant une période charnière. On les reçoit au cégep. On veut tout faire pour qu'ils atteignent leur plein potentiel, qu'ils puissent avoir leur diplomation. Par la suite, c'est des travailleurs, c'est des gens qui vont contribuer à notre société. C'est une cause qui est vraiment transformatrice. Ouais. C'est temporaire, c'est durant un court moment. Il faut tout mettre en œuvre pour qu'on puisse les élever, les amener là, puis après ça, ils vont contribuer à leur tour. Revenons donc à cette soirée Prestige, 3e édition, jeudi 20 octobre au Collège militaire royal de Saint-Jean, où le gin québécois sera à l'honneur. Donc, on dit 5 gins. Oui.
est-ce que vous les avez tous goûtés avant? Non. Non! Pour savoir ce qui allait être bon? Non. Maxime Boivin fait un excellent Ouais. travail. Il est chroniqueur depuis 10 ans à l'émission Ça finit bien la semaine. Maxime nous a recommandé là, les gins. Donc, je me fie complètement à son jugement. Bon, et quand on parlait de nourriture et d'accompagnement pour la soirée, qu'est-ce qu'on voulait dire tantôt par les mets qui seront accompagnés? En fait, c'est vraiment des mets, on voit des mets québécois. En fait, il y a des produits de chez nous. Mais je ne veux pas vous vendre tout le punch. Là. On a un menu surprise pour la soirée, mais c'est vraiment des mets d'inspiration québécoise. Il va y avoir une atmosphère vraiment boréale. Là, on a une équipe, là, j'aimerais ça les remercier. Là. Sylvie Caron, Fanny Laroche, Josée Mayotte. Elles travaillent d'arrache-pied là, pour faire une soirée vraiment exceptionnelle. Là. Je peux vous garantir que ça va être quelque chose. Cette soirée-là peut rapporter à peu près combien à la Fondation, si tout va bien? On vise un objectif de 30 000, mais c'est sûr que si on dépasse, on va être content aussi. La Fondation, en gros, c'est la soirée Prestige à l'automne. C'est le gala Comédie Star de l'humour en janvier. En janvier. Les billets sont déjà en vente? Non, pas encore. Presque? Dans 2 semaines. Dans deux semaines, là, OK. en ce moment, on commence un petit peu là, auprès des gens qui sont proches de nous. Mais grand public, là, ça va être dans 2 semaines. On Puis va après mettre ça, les c'est billets le en tournoi vente. de golf. Ouais. puis c'est ça? Tournoi de golf, ça fait le tour de nos 3 événements. Les gens qui ne peuvent pas venir aussi peuvent donner un don. Hein, via le site. Absolument, Ah, absolument. On prend toujours les dons. Vous allez sur soiréeprestige.com et vous obtenez un reçu d'impôt là, immédiatement en ligne. Automatiquement. Donc, en conclusion, Yves Bisson, message à lancer à la population, à quelques personnes qui nous regardent en ce moment, qui seraient tentées d'y aller. Vous aimez le gin, vous voulez soutenir la jeunesse, venez nous voir, venez passer une belle soirée avec nous. Vous n'allez pas le regretter. C'est le fit parfait. Et sinon, la Fondation va bien, généralement, ces temps-ci. Là. On n'est pas post-pandémie, mais quand même. Non, je Ouais. pense qu'on tire très bien notre épingle du jeu. Oui, ça va vraiment bien. On a nos événements là, qui s'en viennent. On est en campagne de financement, en fait, avec les projets nommés tantôt, là, la bibliothèque et les serres. C'est des grands projets super intéressants pour l'ensemble de nos jeunes. Donc, oui, ça va très bien. À vous deux, merci beaucoup. Merci, à vous. Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci. On a inauguré tout récemment un deuxième mur légal pour les graffiteurs. C'est sur la rue Riendeau à Iberville. Ça fait suite à ce qu'on avait fait du côté de Saint-Jean, sous le pont Gouin. C'est un peu la mode maintenant dans certaines municipalités d'offrir des espaces tout à fait libres et légaux pour les graffiteurs de notre collectivité. À demain. Bye-bye.